Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Stéphane Bureau présent. Oui, dernière semaine avant que les Américains puissent voter, quoi qu'il y en a déjà plusieurs millions qui ont voté. 50 millions. Ouais, déjà. Hein. Hier, Mme Harris était à Washington et on avait installé le décor, le lutrin, je devrais dire la scène, exactement comme Donald Trump le 6 janvier 2021, juste avant là, que ses troupes partent pour l'insurrection du Capitole. Qu'est-ce que tu retiens de l'événement d'hier, de son discours, du pourquoi on fait aussi cette reproduction là, d'un événement symbolique? Bien, je pense que la première chose à retenir, c'est justement la symbolique, c'est les images, l'image forte, le rappel, qui est aussi, je dirais, le pitch de Mme Harris depuis une dizaine de jours. Ils avaient commencé avec ça en début de campagne, c'est-à-dire, voulez-vous vraiment M. Trump? Donc, se définir en creux par rapport à son adversaire, son opposant. Pendant l'essentiel ensuite de la campagne, elle a essayé de mettre de l'avant son programme et on revient à ça depuis une dizaine de jours, cette idée que c'est un choix dramatique sur les personnalités, mais sur aussi la vision de l'Amérique, de la démocratie, où plutôt que d'offrir une vision parfaitement définie, elle dit « Attention, êtes-vous prêt à adhérer à la vision très définie de M. Trump? » Et si on s'est retrouvé hier à Washington, à quelques jours des élections, c'était justement pour souligner le contraste. C'était une prestation contrôlée, disciplinée. C'était pas un discours enlevant, c'est pas une grande oratrice, mais c'était une manière aussi de mettre un terme peut-être au discours divisif, même si elle a passé beaucoup de temps à montrer du doigt son adversaire, et symboliquement, encore une fois, rappeler qu'il y a bientôt 4 ans, dans moins de 90 jours, d'ailleurs elle l'a dit, dans moins de 90 jours, derrière moi à la Maison-Blanche, ça sera lui ou moi qui sera assis au bureau du président, dans le bureau aval. Et là, c'était cette façon, je dirais, efficace de brasser des souvenirs, des mauvais souvenirs pour les Américains, l'assaut du Congrès, comme tu le disais, mais c'est loin. C'est une image lointaine, certainement troublante pour certains. Ça ne fera pas bouger les partisans de M. Trump, tu peux l'imaginer. Est-ce que ça a encore ce qu'il faut d'énergie émotive pour secouer les indécis? C'est le pari qu'ils font. Je répète, ils sont revenus à ce plan de match depuis une dizaine de jours parce que dans les sondages, les choses ne bougeaient pas. En fait, si elles bougeaient, c'était plutôt à la marge pour M. Trump. Puis ils sont beaucoup revenus à ce parallèle où, à défaut de convaincre avec un programme, une vision, une manière de dire en quoi elle est différente de M. Biden, elle nous met en garde contre la vision qui incarne M. Trump, qui, lui d'ailleurs, a passé la journée à mettre Madame en sandwich. Il a occupé une partie de l'avant-midi à faire une espèce de longue présentation qui, on pensait, pourrait peut-être être une conférence de presse, mais où il a répondu à aucune question. T'as-tu compris ça? Il convoque la presse à Mar-a-Lago. Il commence 1h20 en retard. Moi, je m'attends à une annonce. Il parle, il déblatère ses affaires habituelles. Là, son programme, sa vision. Mais c'est vraiment là, ce qu'il dit tous les jours. Il n'y a rien de neuf. Il se défend un petit peu là, sur Porto Rico, à la marge, là, qui n'est pas nazi. Mais j'ai pas compris c'était quoi cette affaire-là. Il a même dit plutôt que c'était la fête de l'amour qu'on avait vécu à Madison Square Garden. Il faut comprendre que la vision de M. Trump, de ce qu'il a vécu et de ce que ses adversaires ont fait de l'événement est radicalement différente. Il a fait la weave, encore une fois, c'est la nouvelle expression pour exprimer la manière avec laquelle M. Trump s'exprime ou s'explique sur la place publique. Il part, puis là, tu as l'impression d'être sur un bateau qui tangue, ça va d'un bord, puis ça va de l'autre. Mais ce qu'il a fait,
Et ce qu'il a certainement voulu faire, c'est d'occuper le territoire média hier, c'est-à-dire qu'on a interrompu pour certains la programmation. Les réseaux d'information se sont précipités pensant C'était même notre cas LCN au Québec, parce que là, on pensait qu'il allait avoir une grosse annonce ou quelque chose de majeur. Exactement. L'hameçon, c'était la possibilité que ce soit une conférence de presse, qu'il y ait des questions posées et ou qu'il y ait une annonce importante. Mais pendant presque toute l'avant-midi, si on considère le retard, il a maintenu tout le monde sur la pointe des pieds, en suspens. Les extraits ont circulé une bonne partie de la journée. En fait, jusqu'à ce que Mme Harris prenne la parole à Washington, c'était encore le cirque Trump qui dominait. Ouais. Et quelques secondes après qu'elle ait pris la parole, ou quelques minutes, lui, à Allentown, le faisait. Alors, les grands réseaux ont choisi d'entendre Mme Harris, mais pour plusieurs, ensuite, c'était on aiguille vers les derniers mots de M. Trump. Alors, quand je dis qu'il l'a mis en sandwich, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a occupé l'espace avant, l'espace après. Et dans sa présentation à Allentown, c'était pas non plus un choix qui était dénué d'opportunisme. Une ville qui est en Pennsylvanie déjà, c'est une ville qui incarne parfaitement, je ne sais pas si tu te souviens de la toune de Billy Joel, Allentown, qui incarne parfaitement la délocalisation, la dévalorisation du travail de ces ouvriers qui, pendant longtemps, ont fait la fierté de la Pennsylvanie. Je ne te dis pas que Billy Joel est un supporter de M. Trump. Je dis simplement que si tu veux comprendre quelque chose à ce qui se passe... Il a chanté le désarroi des travailleurs ordinaires qui perdent leur boulot. Exactement. Stéphane, sur la question des Portoricains, là, de cet humoriste qui n'était pas central, mais qui a gâché en partie le rassemblement du Madison Square Garden, c'est ça, en disant que les Portoricains, évidemment, Porto Rico, c'était des déchets dans l'océan. Est-ce que tu as sûrement vu, en fait, la réplique de Joe Biden extrêmement maladroite qui dit, les garbage, j'ai pas les mots exacts, mais the garbage, the only est-ce garbage... Que les supporters, est-ce que les supporters de M. Les seuls déchets Trump, que je vois flotter, ce sont les supporters de Trump. En gros, c'est ça qu'il a dit. Et il s'est repris en disant que je parlais du langage ordurier de certains. Ouais. Mais je suis en train de te dire comment ils ont essayé de sortir de la soupe qu'ils avaient préparée hier. C'est probablement pour cette raison qu'on n'a pas vu beaucoup M. Biden faire campagne. Sinon qu'il est apparu à l'occasion, je voulais t'en parler hier, puis je vais te faire la weave de M. Trump, je vais te faire une parenthèse dans la parenthèse. Il est allé faire campagne, M. Biden, y compris au New Hampshire, il y a une dizaine de jours où on se dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'un démocrate en ce moment perde du temps au New Hampshire. Ça n'a pas un poids énorme au collège électoral, quoique tu n'as jamais les moyens de perdre des voix au collège électoral. Ça devrait être dans la besace des démocrates. Et pourtant, M. Biden était là. Pourquoi? Alors moi, je pense qu'indiscutablement, ça va voter démocrate la semaine prochaine, mais il y a un sondage sorti 48 heures, sondage au New Hampshire qui dit pour la première fois et contre toute attente que M. Trump était en avance par un cheveu, là, je pense 1/10 de 1%, mais peut-être que les choses se sont resserrées. J'en parlais parce que M. Biden y est allé. Si c'est serré au New Hampshire, là, Trump va gagner haut la main, là. Mais c'est un sondage et il ne le fait pas le printemps. Mais j'en profitais pour te dire que Biden, à l'occasion, sort. On n'entend pas souvent parler. Mais c'est évident que du côté de l'équipe de Mme Harris, même si elle ne le désavoue jamais, et bien au contraire, ils sont conscients que c'est pas un actif, que c'est plutôt un passif et que moins on l'entend, mieux c'est probablement. C'est arrivé à l'époque où les tempêtes ont frappé en Floride et en Caroline du Nord et où Mme Harris est sortie en disant « J'essaie de rejoindre le gouverneur de la Floride qui refuse de prendre mes appels. » M. Biden, qui, alors là, peut-être très lucide, ou alors il renvoyait à Mme Harris l'ascenseur, parce que je pense que contrairement à ce qu'il dit, c'est pas le grand amour entre les deux, mais M. Biden qui avait dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis en contact avec le gouverneur républicain de la Floride, je lui ai donné mon numéro de portable, il peut m'appeler quand il veut, c'est l'harmonie la plus complète. C'était un peu dissonant avec Mme Harris qui était derrière, elle disait mais j'essaie. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il était davantage présent, M. Biden, mais ça n'a certainement pas aidé Mme Harris. Alors sur la question du langage ordurier ou de ce que
les électeurs de M. Trump sont des déchets. Ça nous ramènerait, auquel cas, à la déclaration très, très malhabile de Mme Clinton en 2016, quand on parlait du panier de déplorables, du basket of deplorables. Et c'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mouvement préemptif, pardonne le mauvais français, où plusieurs, y compris dans les hautes sphères de l'administration, disent s'il fallait qu'il gagne la semaine prochaine, M. Trump, est-ce que c'est l'expression d'abord d'une démocratie défaillante? Est-ce que on établit de plus en plus, et je ne dis pas qu'on en est là, mais cette idée qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. C'est une discussion qui se fait en ce moment. Est-ce que la démocratie, par exemple, est fragilisée par la liberté d'expression? Est-ce qu'on devrait faire taire les épais et les niaiseux parce qu'eux font en sorte qu'on ne s'entend plus? Donc, est-ce que la liberté d'expression devrait être à géométrie variable selon qu'on dit les bonnes ou les mauvaises choses? De la même façon, je répète, on n'en est pas là, mais ça s'entend. C'est comme un écho lointain. Je suis certain que tu as été sensible à ça. Cette idée que, ces déchets, si c'est ce que M. Biden a dit, ou c'est déplorable, serait-il en train dans le fond, d'instrumentaliser le beau projet démocratique pour nous mettre en face d'un choix qui, pour les adversaires de M. Trump, nous disent odieux, dangereux. Mais en tout cas, chose certaine, Biden, hier, quand le plan de match des démocrates était de jouer là-dessus puis qui ont traité les portoricains de déchets. Lui arrive, Biden complètement en dehors, vient faire dérailler le plan de match. Hey, Stéphane, demain, il faut qu'on se parle de toute l'histoire de contexte qu'on entend de plus en plus, là, que rejouer le film que si jamais Trump gagne pas, contestation des résultats. Est-ce qu'on pourrait... Ouais. C'est commencé et je ne ferai pas ce que tu veux pas que je fasse, c'est-à-dire dire ce qu'on va dire demain, mais déjà en Pennsylvanie, les autorités d'ailleurs ont vu des formulaires, de nombreux formulaires d'inscription sur les listes électorales qui posaient question et heureusement, ça a été arrêté, mais ça a été évidemment le prétexte pour que M. Trump dise attention, on est en train de recommencer, il y a de la magouille et de fait, de la magouille, ça existe aux États-Unis, hein? Oui. Dans le processus électoral, c'est pas nouveau. On en parlait en 1960 quand M. Kennedy était en face de M. Nixon. Ça existe depuis toujours. C'est l'ampleur après ça qu'il faut déterminer. C'est toujours ça avec Trump. S'il gagne, les règles ont été respectées. S'il perd, it's rigged. Le système est pourri. It's rigged. Le système est pourri. It's rigged. C'est rigged. Oui, salut à demain. Ciao.